2023 sera-t-elle marquée par une accélération encore plus forte de la course aux armements? Une nouvelle course aux armes nucléaires est-elle en train de s'amorcer? Avec nous pour en parler, le général Jérôme Pellistrandi. Bienvenue à vous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Emmanuel Dupuis, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Jérôme Pellistrandi, commençons avant de parler de cette course à l'armement. On pourrait presque dire d'ailleurs que c'est lié, puisque les missiles dont je parlais, ce sont des missiles tirés par le système HIMARS de fabrication américaine. Mais ce qui frappe aussi ce soir, c'est que les Russes ont très vite donné un bilan de 63 morts. Comment interprétez-vous ces événements? Cela veut dire en fait que la frappe ukrainienne a été extrêmement efficace et en faisant de très nombreuses victimes militaires, il aurait été difficile pour le commandement russe, en quelque sorte, de masquer ces pertes. D'autant plus qu'il semblerait que, en fait, les militaires russes qui étaient donc dans ce camp provisoire utilisaient leur téléphone portable pour joindre leur famille, ce qui peut se comprendre. Un centre temporaire, dit la Russie, ça veut dire quoi? Ce sont plutôt des jeunes recrues, des nouvelles recrues en tout cas? Là, on ne sait pas. En tout cas, c'était des soldats qui devaient aller vers le front, parce qu'on est dans la région de Donetsk. Mais quand même, on parle de centaines de soldats à l'intérieur, mais dans une école désaffectée. Oui. Et la Russie ne protège pas ce bâti? Mais c'est bien ça ce qui pose de nombreuses questions. C'est-à-dire qu'on ne concentre pas ces troupes sans protection à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Donc les Ukrainiens ont vu cette opportunité avec les moyens de guerre électronique. Quand vous avez de nombreux téléphones portables qui, en quelque sorte, sont localisés à un endroit, facilement. Eh bien, ils ont détecté et ils ont frappé. C'est légitime. Ils frappent sur une cible militaire. Et donc, pour les autorités russes, il va falloir rendre des comptes à l'opinion publique, parce que, bah oui, ça fait vraisemblablement beaucoup plus de morts. 400 morts, dit l'Ukraine. Alors, c'est entre les deux, très certainement. Emmanuel Dupuis, alors, si on parle vraiment, le ministère russe de la Défense, de 6 missiles, 2 auraient été stoppés. Même question qu'à Jérôme Pellistrandi. Que vous inspirent ces événements? Ce serait le bilan le plus lourd avoué officiellement côté russe. En tout cas, ça prouve que les missiles qui sont livrés par les autorités américaines sont efficaces. On le savait précédemment, puisqu'il s'agit vraisemblablement de missiles lancés par lance-roquettes multiples HIMARS que les Ukrainiens désormais maîtrisent mieux. La preuve en est. On voit l'image, c'est à partir d'un camion, c'est des missiles sol-sol. Ça, c'est des canons César français. C'est ça, français. C'est pas la même chose. Oui. Mais on parle de missiles sol-sol. Oui. C'est des missiles sol-sol qui ont été livrés par les Américains il y a à peu près 3-4 mois, et en une vingtaine d'exemplaires. D'ailleurs, il n'y a pas que les Américains, d'autres pays européens ont livré ce même type de matériel. Ce que cela m'inspire, premièrement, c'est que ça a été annoncé par les autorités russes, prouvant évidemment qu'ils ne pouvaient pas cacher ce qui vraisemblablement est un bilan beaucoup plus lourd que les 63 morts qu'ils avouent. Les autorités ukrainiennes, les forces armées ukrainiennes parlent plutôt effectivement de 300 à 400 morts. Ça se trouve dans la région de Donetsk, prouvant que c'est bien là que se concentrent la plupart des combats depuis maintenant plusieurs semaines autour de la ville de Bakhmout, mais en profondeur aussi dans l'oblast de Donetsk, prouvant que c'est un objectif de la part des Ukrainiens de reconquérir ce territoire qui avait été conquis durant les 11 précédents mois, les 10 précédents mois, cette région avait été conquise, cette partie de cette région avait été conquise très rapidement, ce qui n'avait pas pu être fait en 2014. Et bien évidemment, le timing est important, le 31 décembre, avec évidemment aussi des conséquences ou des leçons à apprendre, à tirer plutôt, puisqu'il s'agit vraisemblablement d'une frappe d'opportunité qui a été rendu possible tout simplement parce que les militaires qui s'y trouvaient ont utilisé leur téléphone portable, ce qui évidemment laissera sans doute des traces dans la manière dont les opérations sont tenues dans cette partie de l'Ukraine. Voilà pour votre analyse sur ces événements. Donc, on y reviendra bien entendu dans nos prochaines éditions. Le grand angle donc, du jour, c'est cette course à l'armement. Donc, on parle d'une course mondiale. Est-ce que la guerre en Ukraine a joué un tournant, général Pellistrandi? Oui, en fait, elle a été même un catalyseur d'évolution qui avait déjà en fait été engagé depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on dira que les seuls qui étaient absents de la course aux armements, c'était en fait les Européens qui étaient encore dans le fameux esprit de toucher les dividendes de la paix, vous savez, après la chute du mur de Berlin, alors que partout ailleurs, oui, il y a un réarmement plus ou moins accéléré, et la guerre en Ukraine, accélère le processus. Et maintenant, ça touche également
les pays européens qui se rendent compte que le soft power ne suffit plus pour pouvoir... Vous parlez de deux sortes de réarmement, ça veut dire quoi? Oui, il y a... Enfin, de réarmement, de course à l'armement. En fait, pour moi, il y a deux types de course à l'armement. Il y a la course à l'armement par ambition, c'est-à-dire des pays qui ont des ambitions, on va dire, impériales en quelque sorte. On le voit, typiquement, ça a été la Russie de Vladimir Poutine, avec... le point d'orgue qui est la volonté de conquérir l'Ukraine, mais on le voit également avec la Chine, avec un développement de son outil militaire considérable. Pékin construit l'équivalent de la marine française tous les 4 ans. Ce sont Pas la même population non plus, les mêmes. Bien sûr, mais enfin, c'est énorme. Vous avez la Turquie qui a des ambitions militaires extrêmement importantes, et je dirais donc que c'est pas ambition. Il y a derrière un projet impérial ou un projet d'être une puissance militaire reconnue. Et puis l'autre, on va dire, c'est le réarmement par obligation, c'est-à-dire il faut pouvoir se défendre, et on va dire que c'est un peu par exemple le cas des pays européens aujourd'hui qui, face à la menace russe, sont obligés de se réarmer dans l'urgence, voire la précipitation. En même temps, Emmanuel Dupuis, les États-Unis, on va voir le chiffre, c'est quand même à eux seuls la moitié des dépenses militaires mondiales, 44 milliards dépassés sur l'année 2020, sur un total de 82 milliards dans le monde. Les États-Unis, Général Pellistrandi, je parle sous votre contrôle, ils ont aussi mené des invasions, donc il y a ce côté impérial. Pourquoi les États-Unis restent-ils en tête, Emmanuel Dupuis, de cette course à l'armement ? Bon, premièrement, les États-Unis consacrent une bonne partie de leur PIB à leur outil de défense. C'est d'ailleurs les États-Unis qui consacrent près de 40%, non pas des dépenses militaires, mais de la manière dont ils investissent dans le champ militaire. Mais ils ne sont pas menacés ? Ils ne sont pas menacés, oui et non. Alors, leurs intérêts, ils estiment qu'une partie de leurs intérêts sont menacés, puisqu'il faut quand même rappeler, sur les quasiment 200 000 soldats américains qui sont déployés dans le monde, ils le sont dans 85 pays. Donc ils ont une double capacité, si j'ose m'exprimer ainsi, de protéger leurs intérêts, les bases militaires dans lesquelles sont situés ces 200 000 soldats américains, en partie en Europe. Il faut quand même rappeler qu'il y a à peu près 50 000 soldats américains en Europe, mais qu'il y a à peu près 70 000 soldats américains en Asie, et notamment en Asie, à proximité, en Asie du Nord-Est et en Asie centrale. Justement, Emmanuel Dupuis, parce que c'est vraiment, dans cette course à l'armement, pardonnez-moi de vous couper, on a le sentiment que c'est le point névralgique, Emmanuel Dupuis, notamment autour de Taïwan. La Chine, on l'a vu avec des exercices militaires impressionnants, parfois conjoints d'ailleurs avec la Russie. Est-ce que c'est là que cette course à l'armement est la plus sensible, l'Indo-Pacifique ? Alors oui et non, parce que comme l'a très bien expliqué Jérôme, il y a deux types d'armement. Un armement commercial, donc par opportunité, et un armement par nécessité pour se défendre. Car il y a malheureusement encore sur notre planète d'autres conflits dans lesquels les armes tonnent malheureusement encore. C'est le cas sur le continent africain, c'est le cas par exemple au Yémen depuis 2015. Mais attendez, avec du Général matériel Pellistrandi, juste pardonnez-moi parce que pays occidentaux. Juste le président sud-coréen aujourd'hui, Général Pellistrandi, qui dit, Young Suk-yeol, qui dit... je cite, le parapluie nucléaire américain et sa dissuasion élargie ne suffisent plus à rassurer les Sud-Coréens. En clair, si on lit entre les lignes, il nous dit nous devons nous doter de la bombe atomique ? En quelque sorte, c'est peut-être l'alinéa, vous savez, c'est comme dans les contrats d'assurance, c'est tout petit en bas, mais oui, il y a cette petite musique que l'on voit maintenant à Séoul, mais aussi à Tokyo, en disant, oui, certes, il y a le bouclier nucléaire américain, mais est-ce que Washington serait prêt à engager la dissuasion nucléaire pour nous protéger? Et donc, il se trouve que tant la Corée du Sud que le Japon, en fait, pourraient techniquement, s'il le fallait, très vite se doter de l'arme nucléaire. En théorie, ce n'est pas prévu, mais on voit bien qu'il y a cette crainte par rapport, d'une part, à une Corée du Nord très agressive qui multiplie les démonstrations de force, mais aussi par rapport, il ne faut pas l'oublier, à Pékin, qui augmente ses capacités nucléaires dans des proportions extrêmement importantes. Et à un moment donné, est-ce que Washington serait prêt à engager un bras de fer nucléaire avec Pyongyang ou Pékin ? La question est désormais posée sur la table. Et on n'a pas encore parlé, Emmanuel Dupuis, le temps file, donc je vais devoir quitter le terrain asiatique, si je puis dire, pour venir à l'Europe. Français, Espagnols, Allemands ont relancé la construction par Dassault et Airbus du futur avion de combat, prévu pour 2040. La Grande-Bretagne n'est pas en reste, 7 milliards d'euros pour 3 navires, notamment ravitailleurs. L'Europe, quelle est sa place dans cette course à l'armement, et notamment l'armement nucléaire ?
Bon, alors, il y a deux choses. L'armement nucléaire ne concerne qu'un pays dans l'Union européenne, la France, et deux pays européens, en l'occurrence la Grande-Bretagne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres armements nucléaires stationnés en Europe. C'est le cas, par exemple, des armes nucléaires américaines qui sont stationnées en Italie, aux Pays-Bas ou en Belgique. Mais la question mérite évidemment une comparaison. Les États-Unis consacrent vont consacrer l'année prochaine 800 milliards de dollars. L'Europe, en rassemblant tous les budgets de la défense des 27 pays de l'Union européenne, c'est pas plus de 600 milliards d'euros ou de dollars. Ça veut dire qu'on est un peu en retard. Et il faut aussi avoir un autre chiffre en tête pour comparer ce dont nous parlons. Le budget que consacre l'Agence européenne de défense, c'est-à-dire pour préparer les armements communs dont nous aurons besoin en matière d'interopérabilité. Pour rappel, il y a 21 pays de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN, donc ça concerne et l'Union européenne et l'OTAN, c'est pas plus de 200 milliards. Donc on voit bien qu'il y a une course en tête, les Américains étant loin devant. Emmanuel Dupuy et Général Pellistrandi, Emmanuel Dupuy, juste pour finir, il vous reste une minute chacun. Je me mets à la place de celles et ceux qui nous regardent. On parle de 200 milliards, de 800 milliards. En Grande-Bretagne, on a du mal à payer sa facture d'électricité ou autre. Je veux dire, est-ce que c'est tenable, justement, d'augmenter, de continuer à miser autant sur l'armement, alors même qu'on demande aux uns et aux autres de se serrer la ceinture? Oui, c'est la grande difficulté, mais il faut bien voir que derrière, on dépense dans la défense pour se défendre et face à des régimes qui ont des ambitions totalitaires. On considère aujourd'hui qu'il n'y a que 70% de la population mondiale vit sous des régimes autoritaires. Donc à nous de choisir si on veut demain être obligé d'abandonner notre modèle démocratique qu'il faut défendre. Et la défense, eh bien, elle passe par un investissement dans le champ militaire. Sinon, c'est quoi? C'est la Troisième Guerre mondiale et c'est le prix à payer, c'est ça, Emmanuel Dupuy? Alors, pas forcément, mais l'économie de guerre est évidemment quelque chose qui va apparaître de plus en plus dans nos horizons. Ça ne veut pas dire que nous devons préparer les guerres du futur, mais au contraire investir dans la défense pour que les pays qui pourraient avoir des ambitions belliqueuses contre nous ne le fassent pas. Et puis, pour un dernier rappel, il y a des États qui, comme l'a dit Jérôme, ont des ambitions impériales, et puis il y a aussi des acteurs non étatiques, des organisations criminelles, des organisations terroristes, que nous devons aussi combattre. Donc l'investissement dans la défense est un investissement sur le long terme, et je crois qu'il faut que l'Europe s'habitue à ne pas être un acteur qui soit éloigné de cette thématique. Merci beaucoup Emmanuel Dupuy d'avoir été en direct avec nous pour votre éclairage. Merci Général Jérôme Pellistrandi de nous avoir des clés de compréhension sur ce sujet.